Salut tout le monde, Jean-François Leclerc de l'équipe Ski-Doo Sideline en compagnie de Hugo Lorquet. Hugo, d'habitude, quand on fait nos podcasts, on est ensemble. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi on n'est pas ensemble? On fait ça quasiment en Écoute, là. on est pendant les temps des fêtes, puis une tempête de verglas aujourd'hui qui est pas l'idéal. On veut tout le temps qu'il y ait de la neige, mais aujourd'hui, malheureusement, il y a un petit peu de précipitation, mouillée et de verglas. Donc, c'est un petit peu périlleux sur les routes. Donc, écoute, on va sûrement avoir l'occasion de se revoir quand même très bientôt, surtout pour faire de la motoneige. Mais là, le podcast aujourd'hui, je le trouve super intéressant parce que pour les fanatiques de ski-doo, les passionnés de motoneige antique, il y a comme une série de modèles dans le début des années 90 là, qui attire beaucoup l'attention. On parle beaucoup des Mach 1X, des Plus X, mais il y a un modèle encore plus rare que ça, je pense. Tu m'en parleras, Hugo, là, mais le MXX91. Ben, c'est ça, plus rare parce que on connaît le Plus X, le Mach 1X, qui était fait des motoneiges de performance pour faire beaucoup compétition en ovale principalement. Mais le MXX, Jean-François, en 1991, c'était comme la première itération du modèle là, de cross-country. On sait qu'à l'époque, il y avait beaucoup de motoneige de drague, il y avait beaucoup de motoneige qui faisaient des ovales, il y avait un petit peu de motoneige là, de cross-country, mais pas de snow-cross. Donc, le MXX, c'était probablement le premier modèle que Ski-Doo ont fait un petit peu pour Monsieur Tout-le-Monde, là, pour ce type d'événement-là. Ça, un petit peu à part, là, il y avait les années juste avant, il y avait eu le Pro Stock, qui était vraiment une machine prototype faite en fibre de verre pratiquement de A à Z. Là, mais ça, c'est un autre sujet. Mais le MXX, un petit peu méconnu, c'était pas une machine là qui était faite pour la puissance, mais c'est une machine pour faire participer aux events là de cross-country là pour faire un petit peu de la bosse. Donc, c'est des motoneiges qui ont été faites avec des suspensions en avant qui étaient différentes des modèles standards, puis à l'arrière la même chose. Donc, dans les grosses différences, on va en parler un petit peu plus en détail tantôt, Jean-François, là, mais principalement, c'est une motoneige d'une base de MX normale 1991 avec des ajouts à gauche et à droite. Beaucoup au niveau de la suspension. Puis on va aller dans le détail, Jean-François, là-dessus, parce que pour moi, c'est important de garder un petit peu là, Mais Hugo, je vais t'arrêter juste sur un point avant d'aller trop loin. Tu sais, on dit que c'est une machine qui est rare. Oui. Tu sais, hier, bon, dans la préparation du podcast, là, tu sais, je regardais qu'est-ce qui était disponible comme information sur Internet. Oui. Je pense que c'est plus rare qu'un Mach 1X, c'est plus rare qu'un Plus X dans le 91-12. Oui. Combien d'unités là, qu'ils n'ont fait? Parce que même, on avait écrit à l'époque un article commun sur motoneige.ca sur les modèles rares, puis il n'est même pas là. Donc... Oui, non, je le sais. Oui, mais en fait, c'est 125. C'est 125 unités. C'est ça. Puis même aujourd'hui, tu sais, tu sais, toi, t'en as un à restaurer, mais dans les collectionneurs qu'on a, c'est vraiment des gens très renommés, tu sais, comme Craig Marchbank, je pense qu'il est au Wisconsin, il y en a un. Dustin Heller aussi, il y en a un, mais tu sais, je veux dire, c'est excessivement rare, là. Ben, il y en a fait une année, on connaît le Plus X puis le Mach 1X, parce qu'ils ont fait plus qu'une année, là. Le MXX a été une seule année, ça n'a pas été un succès, probablement, qui a été arrêté par la suite pour ça, mais seulement une année, Jean-François, le MXX. Okay. Mais ça, c'est un projet, je me souviens, pour toi, ça a été une aventure, aller le chercher, là. Comment tu l'as trouvé? Comment t'as trouvé ça? J'ai trouvé, c'est une longue histoire, là, j'ai trouvé sur Marketplace. Marketplace, c'était écoute, je me rappelle plus, ça devait être Kijiji à l'époque, parce que ça fait quand même quelques années que je l'ai ramassé, j'ai pas eu le temps de travailler dessus, mais le motoneige, j'ai été en Ontario, mais loin au nord de l'Ontario, c'était 10 heures de route, Jean-François, fait que oui, c'est... Sudbury, je pense que tu allé chercher? Oui, je pense même plus haut que ça, mais oui, je pense que c'était pas assez. Fait que j'ai été obligé, là, j'ai descendu là-bas parce que c'était trop long. J'ai dû dormir à l'hôtel là-bas, donc j'ai pas fait un aller-retour. Quand on dit des fois là qu'il faut les motoneiges rares, là, Jean-François, qu'on a, il faut on travaille pour, là. C'est pas juste parce qu'on est chanceux, là. On fait, moi, je pense qu'à chaque jour, je regarde là, s'il n'y a pas soit des pièces ou des motoneiges un petit peu rares là, qui sont sorties à vendre. Fait que c'est une recherche constante, puis quand on a besoin de ramasser quelque chose, on embarque dans l'auto, puis souvent, tu as un short window parce que les modèles sont un peu plus spéciaux, ça part c'est ça. Tout de suite. Ben, je me souviens, ce modèle-là, je pense que même tu avais un petit peu de compétition dans le sens où
tu as été probablement le premier, puis la madame a été correcte pour te le garder, mais je pense qu'il y avait des gens peut-être qui faisaient de la surenchère en arrière pour l'avoir. J'ai été chanceux parce que je suis arrivé tard au niveau de l'achat de la motoneige, puis il y a eu des frictions avec les 2-3 vendeurs qui voulaient l'avoir. Il y a eu comme du bashing, puis moi, je suis comme arrivé à la fin. La dame était un petit peu tannée de tout ça. Et puis moi, j'étais comme une nouvelle personne dans ça. Je lui ai offert un prix, puis elle a dit, écoute, c'est tellement compliqué, je te le vends à toi. Surtout, en plus, ce qu'on parlait, c'est que on va essayer de donner un petit peu de visibilité à cette motoneige-là parce que c'est une motoneige rare. Puis encore une fois, c'est important, Jean-François, là, de garder le knowledge, puis donner un petit peu les différences de modèle X comme ça, mais fait en 1991 versus un modèle standard. Fait que, ce qui est le fun, c'est que dans le garage, présentement, je suis capable de vraiment analyser les deux motoneiges parce que j'ai un MX plein. Quand on dit plein, c'est parce qu'il y a seulement un morceau. À côté du MXX, les deux sont montés sur des chevalets pour les remonter. Fait que à chaque étape, je fais un genre de petite analyse. Fait que je suis capable de voir des petits détails qui sont pas marqués au livre là, donc de Bombardier. Donc, il y a eu des itérations, surtout dans ces années-là. Les modèles X étaient faits, je pense, Jean-François, par l'équipe de course ou de je sais pas trop quoi. Là, donc, c'est possible. C'est des motoneiges qui sont de la première unité jusqu'à la dernière. Je pense qu'il y a des variations d'un modèle à l'autre. Puis on parlait tantôt, pour donner un exemple, c'est que il y a eu, au niveau des sièges, Jean-François, tu veux-tu parler un petit peu là-dessus, au niveau des sièges? Comme le modèle standard, c'est ça. Est dégagé, là. Donc, à même un modèle à édition limitée, il y a des variances, là. Donc, c'est quand même, je sais pas si c'était un choix de compagnie ou quoi, là, mais s'il y avait des variances aussi. Oui, je sais pas. On a des photos, justement, pour montrer ça, là, la différence entre les deux sièges. Puis, en 1991, oui, le siège embarqué par-dessus la tank, sauf sur le MX. Je pense que c'est une version qui était plus économique, donc tu n'avais pas ça. Donc, non seulement sur le MXX, tu avais certains modèles qui montaient sur la tank, et puis il était marqué MXX en arrière, là. Donc, ce qui fait un siège là qui est probablement unique là, peut-être dans les premières ou les dernières versions, il avait sorti ça, je suis pas certain, mais le mien est venu avec en fait, le siège qu'il y avait dessus, moi, c'était pas le bon siège. J'avais un siège d'époque, mais le siège de Saddlemen. Donc, c'est un genre de siège reproduction là, de ces modèles-là. Mais j'ai été chanceux, j'ai trouvé un siège de MX normal qui était neuf. Donc, c'est un new old stock. Fait que ça va faire un super de bel ajout là, sur la motoneige. Donc, j'ai un siège qui est parfait. Là. Donc, je pense que c'est le même moi qui te l'ai trouvé. Hein, c'est pas-tu? Oui, ça se peut. Oui, c'est vrai. Oui, t'as raison. Oui, t'as raison. Puis il était comme dans un genre de sac transparent. Donc, je l'ai trouvé, de mémoire, je l'ai trouvé dans le surplus là, chez Motoneige Géraud, là, en fouillant dans le container. Puis dans le camion, j'ai réussi à le trouver. Là. Donc, puis c'est vrai, t'as raison, c'est toi qui avais été le chercher. Puis j'avais un siège que j'avais trouvé qui était super beau, mais il n'était pas parfait. Mais le siège que tu m'as apporté. Le siège que je suis trouvé, il est flambant neuf. Il est flambant neuf, il était enlevé à l'époque. Oui. Mais là, au côté moteur, là, je suis vraiment curieux, là, parce que ça demeure un 470. Y a-tu des changements par rapport à un moteur? En fait, le moteur, ce qui est le fun pour quelqu'un qui veut essayer de remonter ce moteur-là, c'est la base du moteur, c'est le même 470. Donc, les numéros de pièces, au niveau des cylindres de la base, c'est les mêmes numéros de pièces. Donc, facile à trouver, il y en a partout de ces moteurs-là. Ce qui différencie d'un MX versus un MXX, c'est la rotary valve. La rotary valve, donc les ouvertures sont un petit peu différentes, donc ce qui va permettre une meilleure entrée d'essence, de mix air-essence au moteur. Donc, le moteur est pareil, la base. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont changé la rotary valve et les carburateurs sont différents aussi. Oui, les carburateurs, parce que sur un mix standard de mémoire, c'est des VM34. C'est des 34. Sur le MXX, c'est des 38, exactement. Donc, 34 à 38 avec une rotary valve qui est pareil. J'ai aussi fait une vérification au niveau là, du manifold puis du muffler. C'est tous les mêmes numéros de pièces. Donc, la seule chose qu'ils ont altéré pour donner un petit peu plus de performance, c'est seulement la rotary valve et le carburateur.
J'ai pas été capable de trouver les HP d'un MXX avec ces modifications-là, mais un MX standard, on est entre environ 70-75 chevaux. Ce que j'ai été capable de trouver, ce qui concorde un petit peu avec les Formula Plus ou Mach 1, là, donc le range fait du sens. Donc, je ne sais pas, Jean-François, un MXX versus un standard qui était à 70-72, est-ce qu'un MXX, ça va faire peut-être un 78-80 chevaux? C'est dur à dire, j'ai trouvé aucune information là-dessus. Peut-être qu'on peut demander aux gens qui écoutent le podcast si on a l'information par rapport à ça, ça serait super intéressant. Parce que c'est tellement rare que justement on n'a pas nécessairement les données. Puis même des livres, tu sais, comme là j'ai un livre ici de spécifications techniques, tu sais, les modèles X sont, en tout cas de ce que j'ai vu, pour les numéros de modèles sont là, mais dans les spécifications techniques sont pas là. Donc c'est dur même pour nous autres de sortir ces chiffres-là. Donc avis à tous ceux qui connaissent bien ce modèle-là, combien d'HP un MX 91? Oui, avec les modifications. Puis ce que je trouve étrange, Jean-François, c'est que Ski-Doo a fait la même chose pour le MXX et le Mach 1X. Le Mach 1X, les cylindres et la base sont les mêmes qu'un Mach 1 normal. Ils ont mis une Rotarival 501, encore une fois, là, pour un meilleur transfert de air essence, et ils ont changé les carburateurs, ils ont mis des twin pipes. Ce qu'ils ont fait de bien pour le Mach 1X, ils ont marqué un 617, mais c'est un BV pour Big Valve, pour la Rotary Valve. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas fait la même chose. Ça aurait été le fun qu'ils changent la nameplate au niveau du moteur puis qu'ils fassent un moteur spécial là, pour indiquer que c'est un moteur spécifique pour le MXX comme ils ont fait pour le Mach 1X, mais avec des entrées d'air. Celle-là, je l'ai pas compris. Donc, la nameplate de MXX, c'est pas un MXX, un 470 BV. C'est un 470 normal, un type 470 normal versus un Mach 1. Fait que celle-là, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais ça aurait été intéressant qu'ils gardent la même logique qu'un Mach 1 pour montrer que c'est un moteur spécial, spécifique. Ça s'adresse quand même habituellement pour des équipes de course, donc des fois c'est un peu plus artisanal. L'autre question que j'ai pour toi, Hugo, écoute, ce qui m'a impressionné de cette machine-là, c'est vraiment la suspension en arrière. Oui. Là, c'est complètement différent là, d'un MX standard. C'est quoi les différences? Ben, en fait, tu connais un petit peu les SC10, les choses comme ça. Quand tu accélères, il y a comme un transfert qui se fait. Le MX, il y a comme justement un genre de BACU qui transfère la puissance pour venir s'accoter là. Donc il y a comme un transfert de poids, puis après ça ça vient gripper. Donc je pense que les Pro Stock avaient commencé à faire ça. Puis le MXX avait fait la même chose. Donc la suspension en arrière est complètement différente d'un MX. C'était monochoc, je pense, à l'époque, en 91, ça se peut-tu? Oui, c'était monochoc. Avant la C7. Oui, avant la C7. Donc, 91, 92, ils ont tombé sur la C7. Donc, ça, c'était un monochoc normal, les MX standards. Là, on parle d'une suspension complètement différente. Même les roulettes, c'est drôle, là, parce qu'ils ont dû puiser, là, dans les bins de vieilles pièces. C'est que on connaît toutes les suspensions de PRS. C'est des roues typiques, là, qui sont qui sont brossées ou soit toutes noires avec un pattern normal. Et puis, pour le MXX, à l'arrière, ils ont pris des roues de Citation 377. Donc, le diamètre de la roue est un petit peu plus petit, la dernière roulette au bout que les... je sais pas c'est quoi le diamètre normal, là, mais la dernière roulette, normalement, d'un PRS, c'est une grosse roulette. Là, c'est une petite roulette. Et non seulement, ils n'ont pas utilisé la petite roulette normale, ils ont utilisé une roulette là, de Citation SS ou des choses comme ça, des vieilles années. Fait que ça fait comme un clash drôle différent. Puis, non seulement la suspension est différente, mais le tunnel est différent. C'est un autre numéro de pièce parce qu'il y a des renforts. Donc, les trous sur le tunnel sont pas aux mêmes endroits. Les braces qui tiennent la suspension sont plus heavy duty ou beefy. Donc, les plaques de support de la suspension en arrière sont vraiment plus longues, plus solides. Probablement, là, on parlait que c'était des suspensions qui avaient été faites pour manger des coups au niveau là, des bosses, des choses comme ça. Donc, la suspension est plus rigide. Oui, puis je pense que la suspension de Josek avec justement Dustin, ce qu'il me disait, c'est je pense que ça a été inspiré ou conçu avec Gérard Karpik là, c'est ça. À l'époque. Puis, en fait, oui.
C'est la continuité du Pro Stock qui avait été faite avec Gérard Karpik. Je pense que c'était la version, comme je parlais tantôt, qui était plus en fibre de verre. Plus, je pense qu'ils ont juste fait comme un 50 unités pendant 2 ans, quelque chose comme ça. Il y a une année qu'ils ont fait un petit peu plus. Là, je ne me rappelle plus des chiffres, là, mais je pense qu'à partir de ce châssis-là, qui était la première itération genre PRS, tu te rappelles à l'époque, c'était des Blizzard. Donc, c'était les premières suspensions indépendantes à l'avant. Puis, à partir de ça, ils ont bâti la suite des PRS, dont le MX6 là, avec différentes choses qui étaient spéciales là, du MX normal. Fait que là, on a parlé du derrière, Jean-François. Oui, mais en avant aussi, c'est spécial. À l'avant aussi. À l'avant, c'est intéressant parce que ils ont sorti des suspensions. Je pense que je suis pas sûr que c'était suédois, mais c'était Egan. C'était pas des Olin, c'était pas des suspensions. Pardon? Pas des Fox non plus. C'était pas des Fox non plus, c'était des Egan. Donc, c'est des suspensions. Moi, je suis chanceux, j'ai encore la suspension sur la motoneige, des suspensions avec des remote réservoirs qui sont installés, là, on mettra des photos, là, mais ils sont installés en avant de la motoneige, donc à l'intérieur, pour avoir une meilleure capacité, là, puis refroidissement. Donc, le type de suspension, le reste du type de suspension à l'avant est similaire. Ensuite, j'ai l'amortisseur au complet différent avec les réservoirs. Puis je pense que ça, je suis pas certain, j'aurais dû vérifier. En 91, Jean-François, je pense que un MX standard ou tous les autres modèles Formula de la gamme étaient un élargissement de ski de 36 pouces. Et puis, c'est bien ça, hein? 92, ils ont monté à 40 pouces, Jean-François? 93 sur 12, écoute, faudrait que je vérifie. Oui, c'est ça. Je pense que 92, ils ont monté à 40 pouces. 91 est encore à 36 pouces. Sauf le modèle X. Le modèle X était déjà plus large. Okay. Donc, le MX qu'on a là va être un élargissement de ski à 40 pouces, des BACU ajustables 2 positions pour que ça soit plus haut, plus bas au niveau de la suspension, et puis des chocs aussi qui sont différents. L'autre chose que je m'étais pas rendu compte, Jean-François, puis je me suis rendu compte quand j'ai voulu reprendre des poteaux, tu sais, les bras de suspension PRS à l'avant. Oui. Ceux que j'avais, il y avait des petites poques dessus, ils n'étaient pas parfaits, puis j'en ai des super de beaux de 91. Puis en passant 91, c'est un modèle, une année unique. Donc, en 91, il y avait un genre, là, au niveau de la barre de torsion, tu avais un genre de slot, ce qui permettait, Jean-François, quand tu arrivais dans un coin, au lieu d'avoir la suspension qui était tout le temps rigide, pareil, ça permettait un petit mouvement pour donner la pression sur le ski intérieur de la courbe. Donc, ça, tu avais un genre de pivot. Donc, les premiers pouces, quand tu étais en courbe, ce que ça faisait, c'est que ça plaçait la motoneige sur le ski pour mettre la pression à l'intérieur du ski. Puis après ça, ça l'embarquait au niveau de la barre de torsion. Donc, 91, une année unique. Au niveau des bras de suspension. Donc, les miens étaient poqués. Je reviens à l'histoire. Les miens étaient poqués. J'ai pris des baux que j'avais, puis j'ai commencé à analyser tranquillement. Et puis, les modèles de MX6 sont différents. Donc, sont différents au niveau... la plaque en avant, il y a des renforts, donc sont plus rigides. Ils ont été renforcés. Il y a aussi au niveau, là, justement, du pivot. Le pivot est sécurisé différemment ces années-là. 91 du MX6, c'est différent. Puis j'ai des petites plaques de renfort qui sont différentes sur le modèle X. Donc, c'est une autre différence. Quand on parle, on veut vraiment garder un petit peu l'histoire puis voir c'est quoi les différences. Mais c'est une différence de plus au niveau des bras de suspension. L'autre chose qui est différente, Jean-François, c'est tu sais, les spindles. Les spindles d'un modèle de MX normal, ou même, je pense, en fait, toutes les autres formulas de ces années-là, les spindles sont vides. Donc, un spindle vide, puis tu mets un câble de plastique par-dessus. Ouais. Le MX6, encore une fois, pour une raison d'avoir la motoneige qui est capable d'encaisser le plus de coups possible, les spindles sont pleins. Donc, au début, je me suis dit, le cap est pas là. J'ai dit, le cap est brisé dedans, mais le cap rentre c'est pas ça. C'est soudé. Donc, tout ça, c'est legit. Donc, c'était pas une erreur, là, de mon modèle. Toutes les MX6, puis je pense que ça sera validé, mais je suis pas mal certain, les Plus X, les Mach 1 X,
Je pense que les spindles sont vides. Aussi, comme les autres modèles, tout ça pour sauver un petit peu de poids. Le MX6, c'était différent. Lui, c'était pour aller se faire brasser. Donc, les spindles sont pleins. Ben, d'autre côté, t'as des roulettes plus petites un peu. Des fois, tu veux économiser un peu de poids ailleurs. Puis, ou des fois, c'est une question de friction aussi. En fait, je sais pas. C'est une bonne question. Pourquoi ils ont mis des roulettes plus petites? En fait, l'anecdote 95 que j'ai faite pour le show de motoneige.tv, là, ben, t'avais des roulettes, je me souviens plus si c'est des roulettes de Safari ou de station, whatever, là. Mais, faudrait que je vérifie, là, mais t'avais des roulettes plus petites, là. C'était pas des roulettes de Formula standard. Oui, c'est drôle, hein. Ça aussi parce que c'est un modèle qui avait été fait pour les boss, hein. Exactement. Ben, écoute, s'il y en a qui peuvent, là, en fait, je ne sais pas. Il doit y avoir une raison pourquoi il y a certains modèles de snowcross que c'est une plus petite roulette, puis je me suis jamais attardé à ça. Ça serait le fun si quelqu'un a la réponse à ça. Côté snowcross, Hugo, parce que je l'ai vu ton tunnel, là. Oui. J'ai remarqué, il y a comme plein dérivés, il y a comme des pics sur le tunnel. Je pense que ça se peut-tu pour justement avoir une meilleure retenue du pilote quand il est dans les bosses? Non, je pense que au niveau des marchepieds. Pas les marchepieds, mais plus les côtés du tunnel. Ah non, mais ça, non, je pense pas. C'est juste parce que quand on parlait tantôt que le tunnel est renforcé, là, c'est tout évité pour les plaques qui sont en dessous. Donc, moi, normalement, il y a juste une petite plaque qui retient la suspension. Moi, j'ai des grandes plaques à l'intérieur. Fait que ce que tu voyais, c'est toutes les fait que c'est pour ça que c'est différent d'un PRS standard. Exactement. Une autre chose que j'ai oublié de parler, puis c'est super important, moi, je pense que c'est toutes les X, tout le devant, ceux qui se rappellent c'est quoi un PRS, là, t'as comme des genres de grosses barres à l'intérieur, t'as beaucoup de métal sur le devant de la suspension. Toutes les X, tout le devant, c'est en chromoly. Versus, là, je pense que c'était de l'acier, en fait, je sais pas c'est quoi, mais les MXX, puis les plus X, je pense, les Mach 1X, tout le devant est en chromoly. Donc, ça, c'était pour sauver du poids. Mais ce que j'ai entendu, puis j'ai vérifié le mien, c'est soit qu'il y a eu un rappel dessus ou il était en parfaite condition. Les châssis en chromoly des modèles PRS avaient tendance à craquer. Le mien est super beau, donc je n'ai pas validé s'il avait été changé sous garantie, mais le mien il est tout beau. Mais les X, une autre différence, les châssis en châssis chromoly. Donc si on parle à l'avant, Jean-François, pour les MXX, on a un châssis chromoly, on a tous les chocs qui sont différents, on a les BQ qui sont différents aussi par rapport au MX standard, on a tous les bras PRS, on a les spindles qui sont renforcés, on a au niveau du moteur, on a les rotary valves, on a les carburateurs, puis j'ai oublié quelque chose, les modèles X, au niveau des boîtes à air, il y a des trous dedans. Donc, il venait avec des trous, avec des genres de des petits mèches là, à l'entrée de ça. Donc, c'est une autre différence là, quand on parle qu'un MX normal a peut-être un 72 chevaux. Si quelqu'un, comme on parlait, peut nous orienter. Les trous supplémentaires dans le air filter, les carburateurs plus gros 38 et aussi les rotary valves qui laissent entrer plus d'air, ça donne combien de chevaux de plus? On ne sait pas, on ne peut pas trouver l'information. Je vais le mettre sur un dyno, mais c'est sûr que c'est un truc à l'époque, justement, quand tu appauvris ton mélange un petit peu, ben théoriquement, la machine marche plus, là. Donc, faut pas que tu sois trop pauvre, là, mais les trous d'airbox qu'ils ont fait dans le Mach 1 89, ben mais il y a des gens là à la maison, des fois, qui me faisaient des petits trous, un 16, un 8, juste pour donner un petit peu plus d'air au moteur, là. Donc, c'est ça, faut le jeter. C'est sûr que les carburateurs sont plus gros, puis tout le jetting à l'intérieur du carburateur sont faits en conséquence aussi pour laisser l'air passer. Sinon, oui, au niveau du devant, c'est ça. Sinon, l'autre chose que j'ai remarqué, les MXX ont pas de gauge à gaz, donc on a au lieu d'avoir les 4 cadrans, il y a seulement 3 cadrans, et vu que c'est pas de gauge à gaz, on a seulement sur le côté de la tank, on a un genre de voyant pour voir un petit peu où est l'essence. Puis ça, c'était un problème parce que la plupart de ces modèles-là, la fenêtre, c'est une fenêtre de plastique, elle sèche au soleil puis elle craque. Ouais. Donc, il y a deux choses qui étaient difficiles à trouver. J'ai été chanceux, je pense, j'ai trouvé les derniers qui restaient neufs, là. Donc, j'ai trouvé le rubber. Oui, j'ai trouvé le rubber, puis j'ai trouvé un genre de plastique de côté qui était un genre de side glass. Oui, c'est exact. Ce que les gens font, c'est que ils débarquent tout ça, puis ils font juste mettre un genre de tube
un tube à gaz là, entre les deux. Là. Donc, c'est une autre façon de régler le problème parce que c'est plus trouvable. Mais j'ai été chanceux, j'ai trouvé le vrai. Donc, le MXX, c'est vraiment de base pour sauver du poids un petit peu à gauche pas à droite. Donc, tu as juste un genre de voyant de côté sur la tête. Ouais. La chose qu'on n'a pas parlé, la chenille, c'est une 121 là-dessus aussi? Oui, 121. 121, puis Colin, je pense que c'est une 16 pouces. Okay. Je pense que c'est une 16 pouces dans le 121, une chenille normale. Ça aussi, il y a quand même des chenilles qui se trouvent quand même assez facilement de ces modèles-là encore là, dans l'usager. Dans le neuf, c'est rendu difficile. Mais sinon, au niveau de la cabine, comme je te dis, il y a seulement les 3 cadrans. Les stickers, il y a un MXX, il y a un Ace de plus, mais c'est les mêmes cabines là, qu'une motoneige normale. La mienne était brisée un petit peu à l'avant. Fait que j'ai trouvé une autre cabine, une super de belle cabine. Là, il me reste juste à me racheter les stickers MXX. Là. Donc, je travaille donc là, on a pas mal parlé au niveau technique de la machine. Là, le projet, c'est un projet qui est ambitieux. Là. Je pense que c'est le premier studio que tu refais par 2 côtés, le frame au complet. Oui, on l'a fait... Tu m'as aidé, écoute, on s'aide tout le temps dans nos projets. C'était comme on dit, là, c'est un crescendo, là. On commence à juste peinturer des petites choses à gauche pas à droite. Puis là, c'était la première machine que j'ai. En fait, on a fait le Blizzard. Le Blizzard 2005, on l'a vraiment strippé de A à Z, mais c'est le premier PRS que j'ai strippé vraiment jusqu'au frame, là. Puis en passant, un Blizzard 2005 là, versus la mécanique qu'il y a dans un PRS, c'est pas mal plus simple à remonter. Là. C'est un méchant challenge. Il y en a de la pièce d'un PRS. Là. Mais oui, c'était... fait qu'on l'a envoyé. Puis on a une vidéo, là, Jean-François, là, qu'on va pouvoir montrer, là, ou des photos. Là, dans ça, ce qui est arrivé, c'est que on l'a envoyé faire par un nouveau gars de Powdercoat. Donc, j'avais mon gars local, puis il n'y avait pas un four assez grand pour faire un frame, un châssis aussi gros que ça. Donc, j'ai envoyé faire. Je l'ai laissé dans le wrapping comme très, très longtemps, la motoneige, parce que j'avais pas le temps de travailler dessus, puis je voulais qu'il reste protégé. C'est seulement cette année que j'ai enlevé le wrapping, puis principalement, les morceaux de suspension à l'avant, c'est quand même assez beau, mais ce que je me suis rendu compte en allant plus en détail, il y a comme 2-3 choses. La première des choses, j'avais demandé de bien protéger les filets. Les filets entrant, sortant, là, donc soit les studs ou les filets de femelles, et puis ils l'ont pas fait. Puis c'est facile, là, débloquer. C'est des bouchons. Quand tu fais du Powdercoat, tu connais ça un petit peu. Non, t'as soit des plugs, du tape ou des bouchons, ça prend 3 secondes là, à remplir. Puis moi, je te dirais qu'à 95% des endroits, il n'a pas rempli ça. Donc, j'ai passé là, peut-être 2-3 heures là, à boucher, pas à boucher, là, mais à refaire les filets un petit peu partout sur la motoneige. Fait que ça, c'était la première chose que j'ai eu une surprise. Puis l'autre chose que j'ai eu une surprise, moi, on m'avait dit, tu vas voir, on fait le sandblast, puis après ça, on passe ça dans l'acide. On s'assure qu'il n'y a plus aucune peinture. Et puis, je me suis rendu compte qu'à l'intérieur du tunnel, il y a des endroits où j'ai des plaques. La vieille peinture est encore là. Puis ça, c'est inacceptable, Jean-François, quand tu fais, peu importe ce que tu fais comme job, la peinture, quand tu refais un Powdercoat, tu amènes ça sur le frame, il ne doit pas rester aucune job de peinture existante. Puis malheureusement, ils ont mis du Powdercoat par-dessus des traces de peinture ou du verre de gris qui restait. Donc, ils n'ont pas fait une super de belle job là-dessus. Donc, je suis obligé de retravailler ça. Je dis ça, Jean-François, pourquoi? Parce que des fois, par des mauvaises expériences, on essaie de donner des conseils aux autres. Là. Puis quand vous trouvez votre gars de Powdercoat, faites une inspection. Donc, moi, je ne l'ai pas fait. J'ai monté ça dans mon véhicule. Je suis parti avec ça. Faites une inspection avec votre gars. Assurez-vous d'avoir quelqu'un de confiance parce qu'on ne parle pas de 200-300 $. C'est des choses d'environ 800 000 $ faire un frame à l'arrière. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas refait. J'ai corrigé les erreurs qu'il y avait là, mais normalement, là, ça aurait dû sortir. Donc, faites attention là-dessus. Ouais, puis des fois, je me souviens, dans ce cas-là, ça avait été long aussi, là. Donc, tu sais, des fois, tu es un petit peu nerveux parce que ton frame, tu veux le revoir surtout MXX, tu sais, c'est punché, t'as une série dessus, là.
Oui, donc, faire attention avec qui vous travaillez, avec les gens avec qui vous travaillez. Là, à Star Hugo, on a certains contacts, puis on en fait quand même, nous autres mêmes, des pièces. Là. Donc, on n'est pas super équipés en powder coat, mais pour de la petite pièce de suspension, ces choses-là. En fait, on est pas pire. Les seules choses, puis je suis en train de m'équiper présentement, c'est que j'ai seulement un four, grosseur d'un four normal, là, conventionnel, pour faire mes pièces de powder coat. Puis là, je magasine présentement, c'est des genres de grosses lumières, là, pas ultraviolet, là, mais infrared. Oui. Ce que ça fait, c'est que ça dégage une certaine chaleur. La chaleur est la même chaleur qu'un four. Donc, on est capable de suspendre une pièce, par de côté cette pièce-là. Après ça, venir mettre la lumière. Là. Donc, probablement que tu dois faire cuire un certain endroit puis déplacer ta lumière. Je magasine là-dessus justement pour être capable d'être de plus en plus autonome. Donc, on fait notre sandblast. On fait notre bead blast, on fait notre powder coat, puis là, on essaie de regarder pour essayer de faire des plus grosses pièces et pas avoir... en fait, ça prend de l'espace, là. C'est bien beau de dire... Ça prend de l'air, ça prend l'électricité qui vient avec, là. Exactement. Fait que là, j'essaie de regarder pour une solution alternative pour les pièces qui sont plus grandes pour un four normal, d'avoir des genres de grosses lumières infrared. Donc, je magasine là-dessus pour faire... En fait, je suis en attente. Ma barre de torsion, je peux pas la faire, elle rentre pas. Puis l'autre chose, je pense que les bras de suspension de PRS, peut-être même les skis, je suis pas sûr, ça rentre pas dans le four. Fait que là, je suis comme un petit peu mal pris, là. Puis, c'est sûr, on peut l'envoyer faire, mais ça va vite, hein, tout le temps à coût de 100, 200, 300 $ pour faire des pièces. À un moment donné, ça finit plus. Puis quand tu es équipé une fois en powder coat, je pense qu'un gun avec les équipements, les plugs, le tape de base, des choses comme ça, je pense comme un 150, 200 $ là, pour avoir être équipé correctement pour faire principalement ce que tu as besoin de faire. Puis après ça, tu prends un four sur Marketplace usagé, tu payes un 50 à 80 $, t'es bon pour faire peut-être 70-75% de toutes les pièces à motoneige. Donc, il reste juste les plus grosses pièces qu'on est un petit peu mal payé. J'ai déjà vu des gars qui prennent le contrôle électronique plus les éléments chauffeurs d'un four conventionnel. Puis ils se font une boîte en tôle isolée, puis ils se font des fours avec ça. Là. Donc, c'est un setup de base, mais il y a des gens qui font ça. Oui, puis la poudre, Jean-François, c'est certain que le shipping coûte de l'argent, là, mais un sac de poudre d'une livre, on est capable d'en trouver à peut-être 30 $. Mais après ça, avec ce livre-là de poudre, c'est surprenant la superficie, t'es capable là, je peux pas dire peindre, là, mais t'es capable de pas de côté, là, versus si tu fais à la cacane, c'est rendu quand même assez dispendieux, là, une bonne c'est peut-être un 20 $, puis après ça, si tu veux mettre un clear, le 2K, en passant, là, ceux qui veulent faire des petits jobs, là, utiliser un clear 2K, là, donc il y a comme le diffuseur à l'intérieur, donc tu dois comme briser le seal pour que ça ait un mélange. La qualité, ce qui va sortir, c'est pas juste là, un petit peu mieux, c'est 100% mieux. Pourquoi c'est 100% mieux? Parce que ça sèche pratiquement, ça durcit beaucoup plus rapidement. Puis par la suite, pour une raison que j'ignore, avant, quand je faisais déjà de peinture en cacane, je mettais la couleur, je mettais du clear par-dessus, ça passait. Puis je pense à cette heure maintenant, avec les normes environnementales, ils ont changé les recettes. Donc, présentement, avec le Clear 2K, ça pardonne beaucoup plus. C'est moins prone à faire plein de bulles ou de mauvais mélange entre les peintures. Ça sèche rapide. Puis c'est à utiliser. Donc, mais cette canne-là, Jean-François, je pense que c'est comme 35 $ ou quelque chose comme ça. Trois cannes de peinture automobile en canette, c'est facilement 100 $. Là. Oui, c'est ça. Fait que, tu sais, quand on parle, tu t'équipes une fois en powder coat, ta poudre, une fois que tu as ta poudre, t'en fais super longtemps. Puis c'est quand même plus durable aussi le powder coat. C'est plus durable, surtout, tu sais, les pièces de suspension, des springs, là. Oui. Des springs peinture à canette, peut-être plus tendance à craquer, là. Je veux dire, la peinture versus powder coat, je pense qu'il y a un peu plus de flexibilité, là. Je suis pas un expert en peinture, mais selon mon expérience puis mes observations, j'ai des pièces de suspension à faire. Je vais tout faire pour les faire au powder coat avant de les faire à canette. Ben oui. Puis l'autre avantage, c'est qu'au powder coat, là, aussitôt que tu es capable de tenir la pièce, que ça ne te brûle pas dans les mains, ben tu peux l'installer. Tandis que la peinture normale, si tu veux être certain de ne pas endommager, puis tu as besoin de forcer la pièce, mais
t'attendre une couple de jours, une semaine, là, donc ça ralentit le pace des projets. Fait que, oui, c'est plus compliqué, mais le powder coat, une fois que tu l'as, c'est le fun. Alors, je te dirais, le défi du powder coat, c'est vraiment de matcher les couleurs. Là. C'est plus ça que d'autres choses. Là. Ouais. Mais, surtout quand tu commandes via un catalogue versus de la peinture quand tu as des codes BASF. Ben, un vrai centre de peinture automobile va être capable de te le reproduire. Va les matcher. Oui, à ça, ils sont capables là, de scanner la couleur, mais souvent, si tu fais un peu plus de recherche, là, il y a t'as les conversions de couleurs, les RAL, les BASF. Là. Ouais. Je sais que les formulas, j'avais été capable pour les formulas plus rouges. Là. Il y a une couleur, je me rappelle plus sur laquelle, Caroline, j'aurais dû regarder, mais il y a un équivalent qui est spot-on au niveau de ça. Je fais des pièces là, sur le Formula Plus 87, là, c'est identique, c'est le bon code. Tout ce qui est noir, mais c'est facile, là, on prend un noir illustré, donc c'est pas trop compliqué, fait qu'on est capable. Exact. Mais tu sais, dans la littérature de Skidoo, c'est possible de trouver des codes, justement, des codes de peinture, les BASF, les RAL. Ouais. Donc, on est capable de les faire faire. Oui, des fois, ce qui est difficile, c'est que Skidoo ont leur propre code. Puis ce code-là, des fois, tu n'as pas les équivalents. Ça m'est arrivé de trouver le code, mais le code, il veut rien dire. Là. Le code, tu essaies de trouver un cross-reference pour essayer de faire fabriquer ta peinture. Tu l'as pas. Il faut vraiment que tu ailles plus en profondeur. Tel code, c'est équivalent à quoi? Là? Fait que des fois, c'est pas tout le temps facile. Mais là, Hugo, c'est un mix-là. Il te manque quoi pour le finir à part du temps? Là? Qu'est-ce qui te manque pour le finir? En fait, il manque quoi? Le moteur, tu vas remonter le moteur. En fait, le moteur, je l'ai pas porté, là, mais quand j'avais les cylindres des mains puis la base, j'ai juste comme aligné, ajusté là, les différentes sections entre la base puis le haut, puis l'entrée-sortie, là, j'ai juste smoothé les arêtes qui étaient un petit peu plus rough, mais sinon, tu vas remonter mon moteur, ça je l'ai. Ça, je suis correct. En fait, il manque rien. Il manque juste de continuer à sandblaster, peinturer. Le reste, c'est du temps. Ouais, tes chocs en avant, t'es fait-tu bâtir? Ouais, écoute, je vais essayer. En fait, s'il y a des gens qui peuvent m'aider, c'est pas des composantes que je suis capable de retrouver parce que c'est des chocs Egan, là, ça se fait pas nulle part. Je pensais peut-être aller chez, j'ai oublié le nom. Au Québec, tabarouette. As-tu Star Suspension ou... Comment? Star Suspension ou... Ouais, il y a peut-être Star. Je pensais aussi à... il y a Stadium ou Star. En fait, juste peut-être qu'ils les ouvrent, regardent à l'intérieur s'il n'y a pas des bushings, des choses comme ça qu'on peut... c'est plus les fluides, je te dirais. Là, disons, 91 versus 2026. Là, on a quand même quelques années d'écart. Là. Ben oui, parce que je peux les remonter pour qu'ils soient propres, tout repeinturé correctement. Mais je pense que ce qui est le plus apparent, c'est que tu as une genre de... C'est drôle, tu sais, les PRS, c'est un genre de petit bushing de rubber là, à la fin, pour la fin de course. C'est un genre de petit un end-stop là, de rubber. Okay. Sur le NX6, c'est un méga gros coussin de rubber. Puis avec le tank, c'est tout comme désagrégé. Fait qu'il est vraiment pas beau. Fait qu'à la limite, j'aimerais ça refaire, trouver un endroit où je peux faire ça. Donc, il manque ça, puis il manque... puis ça, c'est pas trouvable. Là, il manque... Dans la suspension en arrière, un genre de pas un pivot ou un genre de slider qui glisse, puis il m'en manque un de côté, il est brisé. Tu peux-tu faire reproduire, le faire machiner? Oui, je vais le faire. Mais en fait, j'avais pensé soit le faire machiner ou le faire faire là, avec une imprimante, là, une imprimante avec, je sais pas si tu vas être capable d'avoir un matériel d'usure, là, UHNW, quelque chose comme ça. Là. Fait que je pensais soit peut-être le faire scanner 3D ou soit prendre les dimensions pour en faire une, là, le générer un modèle 3D, puis après ça, l'envoyer faire imprimer. Fait que j'ai pas d'expérience là-dessus, encore une fois. On va se servir du podcast pour les gens qui connaissent ça un petit peu, qu'est-ce qu'on peut faire. Y a-tu du matériel en impression 3D qui est capable là, c'est un genre de matériel d'usure ou je sais pas trop, je connais vraiment pas ça. Donc, sinon, il me manque quoi? J'ai toute l'arrière, Jean-François, j'ai le siège, j'ai la vitre pour... T'as même trouvé des bouts de PRS 9
En fait, t'en avais un orphelin, puis là, t'as un gentil donateur qui t'en donne un deuxième. Ça, c'est excessivement rare. Ben, c'est drôle parce que mon grand chum Jean Bilodeau, j'avais un bout de PRS qui était orphelin, puis j'ai été chercher des pièces. J'avais une cabine de Mac One, puis couverture là, de motoneige là, pour un Formula Mac One 93 du 9. J'ai été chercher ça chez eux. Puis il y en a un qui traînait, il était tout seul. Fait qu'on avait 2 orphelins. Fait que je dis, écoute, je remonte le MX6, j'ai un orphelin. Fait qu'il m'a là, il a été très, très généreux. Fait qu'il m'a donné son orphelin. Fait que 2 orphelins ensemble. Fait que j'ai les 2 côtés. Fait que ça, je vais être capable de remonter ça. Sinon, non, écoute, moi, je me trompe. Je pense que j'ai tout. C'est juste du jus de bras. Du temps. J'ai même trouvé une tank à l'huile, une flambe en œuvre, là, une noce. Ce qui est le fun, c'est que on a essayé, Jean-François, tu le sais, là, tout ce qui est plastique, de tank à Prestone, tank à l'huile, ils viennent, ils jaunissent, puis on dirait qu'il y a comme des genres de porc là-dedans, l'huile rentre, puis ils sont pas blanches. Fait que j'en ai trouvé une neuve, il y a même encore les stickers d'inspection du manufacturier, puis je vais laisser dessus, c'est le fun. Toutes les personnes, quand ils approuvaient une pièce, ben il y a le nom de la personne. T'as le numéro de pièce sur un sticker, puis après ça, t'as le nom de la personne qui a fait l'inspection. Oui, de la pièce. Fait que ça, c'est dessus. Et blanche. Fait qu'on se posait même la question, Jean-François, si mais là, à la fin, vas-tu pouvoir le rouler tellement qu'il va être beau ou... Ben écoute, je vais le partir, mais je me demandais si je me mettrais pas... en fait, je vais peut-être mettre une tank temporaire, une tank normale pour pas... mettre de l'huile dans cette belle teinte-là là, pour le garder showroom. Là. Mais oui, j'aimerais ça. Il faut le partir. Là. Non, c'est ça. Je pense que la récompense de tout projet, c'est... il y a des gens qui remontent des motoneiges, puis c'est des motoneiges de musée, puis ils veulent pas y rouler. Nous autres... on les roule. Le but, c'est de les mettre le plus belle possible, mais qu'on puisse les rouler à la fin. Là. Oui, celle-là, elle va être belle. Hey, en passant, quand on parle, on se pose des questions, puis on va voir l'avis des gens. Moi, ma suspension en arrière du MX6, donc suspension complètement différente. Les plaques de retenue sont complètement différentes. Les plaques ont été baissées. Donc, ce qu'ils avaient fait, c'est que les gens utilisaient le trou en avant du haut pour monter la suspension, puis en arrière pour être capable, là, je pense, de pas accoter d'un boss ou d'aller dans la neige profonde. La suspension a été déplacée pour remonter tout le derrière. Là, je me pose la question, Jean-François, est-ce que je remets la suspension comme elle venait d'origine de Bombardier, donc plus basse dans ses trous, ou je la laissais comme les équipes de course l'ont ajusté là, pendant qu'ils utilisaient la motoneige? Moi, j'aurais tendance à le remettre comme l'équipe de course l'a utilisé parce que il y a des raisons pourquoi ils ont fait ça. Mais présentement, je m'enligne pour remettre la motoneige identique comme elle a été utilisée là, par les équipes de course. Mais je serais quand même curieux de voir est-ce que je serais mieux de rebaisser les trous de côté, donc de remettre les plaques plus hautes pour le remettre comme elle sortait de l'usine versus comment les équipes de course l'ont utilisé. En fait, c'est sûr qu'un changement de position des points de fixation de suspension peut changer la dynamique du véhicule, fait que probablement une meilleure performance et avec l'expérimentation au terrain, probablement une meilleure performance sur la neige. Mais ça reste à voir. Le meilleur moyen, c'est de l'essayer, c'est de faire les deux. Ouais, c'était tough parce que c'est rifté. C'est rifté. C'est toutes les plaques à l'intérieur du châssis, fait que quand je vais les avoir mis, ça va rester là. En passant, quand je vais les avoir mis, ça va rester là en tabarouette parce que quand je l'ai sorti les numéros de pièces de Bombardier sur les rivets, Jean-François, ces numéros de rivets-là qui sont supposés être noirs parce que c'est des châssis noirs, ils étaient tout aluminium. J'ai même été chez le concessionnaire Skidoo à quelques endroits pour voir si les rivets avec le numéro de pièce XYZ étaient noirs. Et puis, ils sont pas noirs. Ils sont vraiment aluminium. Puis moi, je voulais pas mettre des rivets aluminium. C'était pas number match avec comme la motoneige était. Fait que j'ai passé la journée hier, Jean-François, puis il y a des gens qui vont me traiter de fou. J'ai passé la journée à nettoyer chacun des rivets, à les rendre plus rough pour que la peinture par le côte adhère, à prendre chacun des rivets, à les mettre pour qu'ils tiennent, parce que là, tu peux pas peinturer ça n'importe comment. Fait que j'ai fait tous des petits trous pour mettre les rivets. J'ai tout par de côté les rivets, j'ai tout fait cuire les rivets
pour avoir des rivets qui sont noirs. Je voulais pas juste les peinturer en cacane, parce qu'avec le temps, ce qui va arriver, c'est que la peinture, ça tient pas, ça aurait écaillé. Fait qu'avec le temps, il y a certains rivets qui seraient revenu aluminium, fait que j'ai tout peinturé. j'ai tout pas de côté, chacun des rivets là, de la suspension. Fait que quand tu dis, quand ça va être installé, ça va rester là. Ouais. Mais parce que oui, on est curieux de voir. Vous connaissez mieux, en tout cas. Moi, je connais Hugo, là, mais là, vous le connaissez un peu mieux. C'est un gars de détails. Oui, on essaie. Des fois, je sais qu'on s'enrage quand on a des projets avec un timeline serré, là. Mettre des choses legit à la perfection, ça peut causer du stress, mais regarde, je suis mal fait, je suis comme ça, j'essaie de garder, de faire des recherches, d'avoir les bonnes couleurs, d'avoir les bonnes bottes, les bonnes specs. Mais oui, des fois, ça serait facile de juste mettre le stock. Comme ça nous tente, mais non, fait que j'ai fait une job de rivet. Là, Hugo, la question, c'est quand est-ce que ça va rouler, cette machine-là? Là? Ça sera pas cet hiver, je pense pas. Je te dirais, l'été, dans l'été prochain, on va, it's gonna be alive. On va le partir pour le rouler l'hiver prochain. Mais ce qu'on va faire, on va essayer, Jean-François, là, je vais essayer de poster, de mettre un peu de matériel au fur et à mesure que le projet va évoluer. Mais là, on est... En fait, présentement, la seule chose que j'ai faite, je l'ai unwrappé, j'ai préparé des pièces, j'ai mis la panne. J'ai mis la belly-pan. Puis j'ai mis la belly-pan du MXX. J'en avais trouvé une noce que j'ai été chercher en fin de semaine. Mais finalement, j'ai décidé de garder la panne neuve pour mon Mac One X. Fait que je ne savais pas, là. Fait qu'une question de timing. J'avais déjà une belle panne. Fait que j'ai mis une panne. Fait que là, les gens, ce qu'ils viennent d'apprendre en ce moment, c'est qu'en plus que tu as un MXX, oui. Tu as un Mac One X 191, 12 que tu as ton Mac One X? 91. 91. Oui, là, c'est une autre histoire. C'est encore de la collaboration, moi et toi, par rapport à cette motoneige-là. Là. Mais je pense que tu as une chute de belle collection, mon cher Hugo. Là. Quand ils vont tous être restaurés, ça va être impressionnant. Oui, en fait, ce que j'ai fait, j'ai acheté, parce que c'est dur à trouver, puis des motoneiges de collection comme ça, déjà remonté, c'est très dispendieux. Fait que ce que j'ai fait, j'ai trouvé des motoneiges qui étaient maganés, puis je les strip. Tu sais, on dit souvent, Jean-François, que tu peintures, tu remets la motoneige à neuf parce que c'est un petit peu rouillé ou pas mal rouillé. C'est le même travail. Fait que, mais en fait, remonter un MX, c'est aussi cher que remonter un Mac One. Là. Fait que, tu sais, c'est ça. Je veux dire, des fois aussi, quand on part, on sait pas où est-ce qu'on finit. Là. Non, donc, c'est des beaux projets. Ça va vite. Ça va vite. C'est surprenant là, quand tu mets avec le prix d'achat de ces motoneiges-là, là, parce que les gens commencent de plus en plus à connaître la valeur de ces des modèles qui sont un petit peu uniques. Fait que à l'achat, ils sont plus dispendieux, même s'ils sont en mauvaise condition. Quand c'est remonté, là, tu sais, Jean-François, c'est un 3-4 000 $ remonté de motoneige. Là. Ça va vite, c'est incroyable. Ça peut être ça encore, là. Oui, c'est ça. Mais indépendant, tu peux le remonter pour qu'elle soit fonctionnelle avec les pièces comme ils sont là. Mais si tu veux le remonter pour mettre les pièces à neuf, là, c'est fou, ça va vite. Puis encore une fois, le 3-4 000, ça dépend toujours de ce que tu es capable de faire. Ça, c'est en considérant qu'on en fait quand même beaucoup. Oui. Mais là, Hugo, la bonne nouvelle aujourd'hui, c'est que les gens connaissent la MXX. Hein, parce que c'est un modèle qui était très peu connu parmi là, les Plus X, les Mac One X des années 90. Mm-hmm. On sait que la MXX, c'est une motoneige. On sait qu'au niveau du snowcross et skidoo, à partir de 94, avec la suspension DSA, des MXZ, tout ça, puis ça a encore plus évolué avec l'arrivée des ZX. Là. Oui. Mais c'est quand même un MXX 91, quand même, si on peut dire, une pionnière au niveau de la motoneige de type snowcross. Là, c'est quand même intéressant comme modèle. Là. Puis à l'époque, on sait, des PRS, c'est des machines qui battent terre, qui collent bien le sentier. Et pour jouer dans les bosses, ça prenait une suspension qui était un peu plus évoluée. Là. Oui. Donc, je trouve ça fort intéressant comme discussion. Ben, en fait, oui. En fait, ils ont pris la base de leur modèle standard, qui était une base qui était excellente, selon moi, pas la plus confortable, mais était excellente quand les sentiers étaient flats pour l'ovale. C'est une motoneige qui tenait bien la route, qui tenait bien les sentiers, mais c'est comme essayer de prendre une Formule 1 puis mettre une suspension de débattement pour aller faire du motocross là, dans les shows sur une Formule 1. Fait que je pense que c'était les premières années qui ont fait des études dans quelle direction qu'ils pensaient aller.
Mais je pense pas que c'était une motoneige qui était compétitif à l'époque. Donc, c'est un premier jet à quelque chose qui allait devenir, qui allait devenir un petit peu la révolution Jean-François avec le REV. Donc, je pense qu'ils ont appris, puis après ça, ils ont donné... ça sera pas avec une motoneige conventionnelle, avec une position assis, qu'on va être capable d'aller gagner des championnats, puis aller sauter des 10 pieds, 20 pieds de haut. Donc, ils ont changé de A à Z la position de conduite avec un modèle qui était plus une position genre VTT ou motocross. Donc, effectivement. Ils ont changé. Ils ont changé leur fusil d'épaule. Ils disent, gars, ça marche pas. On fait d'autres choses. Effectivement, là, ça me mène à une dernière question pour toi, Hugo. Là, on a couvert Macon 94, mon Macon 89, on a parlé de ton MX6 aujourd'hui. Là, on parlait de faire un podcast MacZ. Ça, je pense que ça serait super intéressant. Mais là, j'aimerais ça entendre justement les gens qui nous écoutent. T'sais, parmi quel modèle skidoo de ces années-là, on parle des années 80-90, vous aimeriez avoir un podcast. Donc, je lance l'invitation, dans le fond, aux gens de nous répondre pour savoir qu'est-ce qu'ils voudraient entendre comme sujet. Mais MacZ, ça, c'est clair que c'est sur la liste. Ça, c'est clair sur la liste, là. Je pense que tu as donné un très beau aussi à ton usine, là. Donc, j'ai bien hâte de pouvoir enregistrer ça avec toi, là. Oui, ce serait cool, ça. Ce serait nice. Excellent. Donc, Hugo, écoute, c'est une première expérience en podcast virtuel. À distance, oui. On est habitué dans nos jobs de faire des meetings à distance, là. Mais ça, faire un podcast à distance, c'est une première pour nous autres. En espérant que vous avez apprécié le sujet, apprécié la discussion. Puis nous, Hugo, écoute, là, on est dû pour aller faire de la motoneige ensemble dans les prochains jours. Oui. Puis je pense que tu veux... quelle machine tu veux sortir, Jean-François, pour... Ben moi, je veux sortir mon Blair Morgan, là. Ça c'est clair, là. Écoute, je l'ai eu cet été, j'ai tout nettoyé le carburateur l'autre jour, puis c'est clair que je vais aller essayer ça, là, pour voir la différence par rapport à... C'est la première itération de la plateforme Rev. Tu sais, à l'époque, je me souviens, j'en ai eu j'avais un GSX 2005 à 800, mais j'ai goût de revivre cette expérience-là. Donc, je pense que dans les prochains jours, là, aussitôt que la neige va le permettre, là, on va pouvoir sortir ça ensemble. Oui, puis ce qui est le fun en plus, je pense que c'est considéré vintage, hein, au niveau là, de la passe là, de sentier. Puis c'est comme les premières années là, de 2003 que tu as une meilleure position de conduite. Fait que je pense que ça va des motoneiges. Ben, meilleure, mais disons que ça a évolué pas mal. Quand tu t'assieds là-dessus, tu dis on a quand même bien évolué depuis 2003. Là. Oui. Fait que je pense que ça va il va y avoir peut-être un regain sur ces motoneiges-là, au niveau de la en tout cas. La visibilité, quoi, là? La visibilité, oui, c'est ça, que les gens vont commencer à se les arracher parce que c'est une motoneige qui va être confortable, puis puis je veux dire, c'est quand même, il en reste quand même beaucoup. C'est plus accessible, donc, tu sais, collectionner des PRS, des fois, des formulas, c'est un peu plus difficile parce qu'il n'en reste pas énormément des belles, mais tu sais, des rêves, c'est un peu plus accessible. En fait, ceux qui commencent à les collectionner, c'est intéressant à regarder. Hein. En fait, c'est le temps-là. Hein. Des fois, on attend que ça soit des motoneiges qui soient recherchés pour les collectionner, mais il est trop tard. Quand c'est rendu là, les pièces sont difficiles à avoir, tout a remonté au niveau des prix. On m'avait dit quand je magasinais pour des blizzards, il dit laisse faire les blizzards, il est trop tard, achète des PRS. J'ai pas écouté, j'ai commencé à acheter les PRS un petit peu plus tard, donc ça va être la même chose pour les F2000, les S2000, les ZX, les Rev, donc c'est le temps, il y a encore de la pièce qui se trouve quand même assez facilement des modèles plus récents. Excellent. Donc Hugo, écoute, on va arrêter là-dessus. Je pense qu'on va souhaiter aux gens de vivre leur passion à travers leur projet. Nous, ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir vous partager notre passion à travers justement nos projets. Puis là, Hugo, où est-ce qu'on les gens peuvent nous suivre au-delà du podcast? Les différents médias sociaux. Il y a aussi motoneige.tv, là, des projets à venir. Donc, on va inviter des gens à nous suivre. Ou y a-t-il d'autres endroits, Hugo, où les gens peuvent nous suivre? Ben, motoneige, moi, je suis toujours dans motoneige.ca. J'ai été moins actif. J'ai travaillé plus au niveau de la moto, de la moto-aventure.
avec eux. J'ai fait plusieurs articles là, sur magazine moto. Mais en théorie, moi, je devrais être présent aussi là, à motoneige.ca cet hiver, en espérant qu'on... Excellent. Ouais. Fait qu'on a encore plein de projets, puis Hugo, ça me fait plaisir d'aller t'aider pour ton MXX, là, parce que c'est le fun d'en parler, mais c'est encore plus le fun de travailler dessus. Oui, de tirer sa crème puis ça part. Excellent. En fait, t'es-tu nerveux? C'est un de tes moteurs, Jean-François? Oh, ben, je suis pas trop nerveux, je n'ai fait une coupe. Je n'ai fait une coupe, un 470, c'est pas très difficile. Donc, écoutez, merci tout le monde pour votre présence. On vous souhaite une très bonne saison. Puis, si vous faites de la motoneige, ben, soyez prudents et surtout, amusez-vous. Merci tout le monde. Merci.